Bonjour et bienvenue sur Éducation Finance. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des risques d'investir en fonds ETF. On va parler non pas des risques spécifiques d'investir dans les ETF, mais plutôt des risques systémiques, puisqu'en effet, comme vous le savez, les ETF bénéficient d'une popularité croissante ces dernières années, et donc certains commencent à se poser la question de savoir s'ils ne commencent pas à poser des risques systémiques au niveau des placements financiers. C'est d'ailleurs une question qu'un de mes abonnés à ma newsletter m'a posée récemment en me demandant ma réaction et mon analyse à cette vidéo de la chaîne Grand Angle intitulée « Les risques cachés des ETF ». Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler de cette vidéo qui est une vidéo qui a été beaucoup regardée et dont on m'a déjà plusieurs fois parlé en me demandant mon avis sur les risques d'investir en ETF. Donc à l'agenda d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quels sont les arguments et quels sont les risques qui sont présentés dans cette vidéo. Ensuite, on va faire un petit peu de fact-checking en vérifiant une statistique importante qui est mentionnée dans cette vidéo et qui, à mon avis, n'est pas correcte et va avoir un impact important sur notre interprétation du risque d'investir en ETF. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, il n'y a pas de risque important au niveau systémique d'investir en ETF. Et enfin, on va quand même faire un petit zoom sur les risques et les dangers qu'ils peuvent exister si jamais les ETF continuent à prendre une place croissante sur les marchés financiers. Allez, c'est parti pour la vidéo. Premièrement, ils disent que 50% des actions des sociétés du S&P 500 américain seraient détenues par des ETF et donc seraient gérées de manière passive. C'est une statistique absolument clé pour leur vidéo et pour la suite de leur argumentaire. Regardez plutôt. Mais sur le SP 500, on est à 50% d'ETF dans le SP 500, quoi. Oui, c'est ça. Et il n'y a plus que la moitié des gens qui se posent des questions. Oui. Les gars, c'est une question très fondamentale, ça, hein, et c'est pas simplement pour l'économie. Hein. C'est une statistique impressionnante et qui, si elle s'avère correcte, veut effectivement dire que les ETF ont aujourd'hui une place prédominante sur les marchés financiers et qu'en réalité on est sur un marché qui est presque dominé par de la gestion passive. Et de cette statistique va découler les arguments suivants et notamment un groupe de 3 risques qui sont présentés. Le premier étant le fait qu'un marché qui est dominé par des ETF et par des investisseurs passifs va contre les critères du capitalisme. En effet, le rôle du capitalisme, c'est d'allouer le capital, les investissements, aux meilleurs investissements. Mais à partir du moment où tout le monde investit dans les mêmes actions, dans les mêmes proportions, parce que tout le monde investit dans un ETF qui investit dans les mêmes actions, eh bien effectivement, tous les investisseurs allouent leurs fonds et leurs investissements aux mêmes sociétés dans les mêmes proportions. Et donc, on n'a plus ce rôle du capitalisme et des marchés d'allouer les investissements aux meilleurs projets au détriment des moins bons. Et on n'a plus non plus le rôle de fixation des prix, puisque lorsque les investisseurs quittent un investissement qui n'est plus assez performant pour aller vers un autre, ils vendent ce premier pour acheter le deuxième et donc ils font baisser le prix des projets les moins performants et font augmenter le prix des projets les plus performants. Et donc on n'a plus ces deux aspects du capitalisme à cause d'une gestion qui est trop passive. Ensuite, ce faisant, eh bien, les grosses sociétés restent grosses et les petites sociétés restent petites. Puisque lorsque vous achetez un ETF sur le S&P 500, vous allez allouer 6 ou 8% de votre investissement de facto à Apple et Amazon, alors que vous n'allez mettre que 2% dans Pepsi ou Walt Disney. Et donc les plus grosses sociétés restent plus grosses parce qu'elles reçoivent l'essentiel des flux et les plus petites restent petites parce qu'elles reçoivent moins de flux financiers. Élément suivant, dans un marché qui est dominé par la gestion passive, tout le monde a les mêmes opinions et il n'y a pas d'opinions divergentes. En effet, pour reprendre l'exemple que je viens de vous donner, tout le monde qui investit sur les marchés américains va acheter 6% d'actions Amazon et 2% d'actions Walt Disney. Même si Walt Disney devait performer au niveau opérationnel et financier mieux qu'Amazon. En réalité, on ne se pose plus de questions puisqu'on achète tous la même chose et donc il n'y a plus d'avis différents sur le marché. Ensuite, dans la vidéo, il présente les ETF comme un produit financier et le compare brièvement aux CDO, les Collateralized Debt Obligations, qui ont été impliqués dans la crise des subprimes en 2008.
Et enfin, le dernier risque qui est présenté dans la vidéo est un risque de liquidité, puisque sur un marché qui serait dominé par des ETF, vous allez avoir plus de liquidité, plus d'échanges sur les parts des ETF que sur les actions en elles-mêmes. Donc si on reprend l'exemple du S&P 500 qui serait dominé par les fonds ETF, eh bien la plupart des investisseurs investissent au niveau des ETF et il y a en fait peu d'acheteurs au niveau des actions en elles-mêmes. Et donc lorsque vous allez avoir une crise ou une forte volatilité sur les marchés, lorsque vous allez vouloir vendre une part de votre ETF, l'ETF va devoir vendre les actions qu'il détient et donc les actions Amazon, Walt Disney, Visa, Netflix, etc. Mais il va avoir des difficultés à le faire parce que la plupart des investisseurs sur le marché tradent au niveau de l'ETF et plus au niveau des actions. Et donc, comment est-ce que l'ETF va trouver une contrepartie pour lui acheter les actions Netflix, Amazon, etc. qu'il essaye de vendre? Il va avoir une difficulté parce qu'il n'y a plus suffisamment d'investisseurs qui tradent sur les actions en direct. Donc ça, c'est le dernier risque qui est présenté dans la vidéo. Malgré cela, ils ne sont pas contre l'utilisation des ETF, mais sont prudents avec les ETF qui investissent sur des marchés sur lesquels les ETF représentent une part importante du marché, comme par exemple le marché américain selon eux. Et ils vont alors préférer des ETF plus nichés ou plus sectoriels ou spécifiques ou des ETF sur des marchés sur lesquels la part des ETF dans le marché total est faible et donc les ETF sont minoritaires. On va maintenant passer à l'étape 2 de la vidéo, le fact-checking sur la statistique que je vous ai donnée en début de vidéo. Commençons par l'analyse des risques systémiques des ETF en vérifiant la statistique qu'ils donnent dans leur vidéo et qui est absolument majeure, que 50% des actions des sociétés du S&P 500 américain, c'est-à-dire le plus grand indice boursier au monde, seraient détenues par des ETF et seraient donc gérées de manière complètement passive. Alors selon les statistiques que j'ai pu retrouver à l'échelle mondiale, les ETF ne représentent que 10% du marché des actions. Si on regarde maintenant plus spécifiquement sur le marché américain, les statistiques que j'ai trouvées du CFA Institute sur la part des ETF dans le marché actions américain, on se rend compte que seulement 14% du marché des actions américains est détenu par des ETF. C'est l'histogramme vert sur le graphique que vous voyez à 14 en 2020, alors qu'il n'était que de 7 en 2010. Donc on voit que la part des ETF a doublé en 10 ans au détriment des fonds gérés activement. Mais on voit aussi que l'histogramme jaune domine toujours très largement le marché des actions américains, avec 72% des actions cotées en bourse qui sont toujours détenues par des fonds de pension, des hedge funds, des holdings d'investissement ou des particuliers qui détiennent des actions en direct. Et cette proportion de 72% n'a presque pas bougé sur les 10 dernières années, malgré l'énorme élan de popularité des ETF. Donc oui, les ETF sont en forte croissance, mais ils ne représentent que 14% du marché américain des actions, qui est lui-même le plus grand marché d'ETF au monde. Donc vous le voyez, on est très loin des 50% mentionnés dans cette vidéo. Mais comme c'est une statistique absolument clé pour déterminer l'impact des ETF sur le marché, on va chercher à encore vérifier ce chiffre d'une deuxième manière. Ainsi, dans ce tableau, on voit que la capitalisation totale du S&P 500 au 31 décembre 2020 s'élevait à 31 660 milliards de dollars. Dans le même temps, si on regarde à la capitalisation totale du marché des ETF américains, celle-ci s'élevait à 5 450 milliards de dollars à fin 2020. Alors bien sûr, ces 5 450 milliards de dollars investis sur le marché des ETF aux États-Unis ne sont pas investis exclusivement en sociétés du S&P 500. Puisque sur le marché américain des ETF, vous avez des ETF Europe, des ETF émergents, des ETF Japon, etc., etc. Mais même si on devait considérer que tout le marché des ETF américains était investi exclusivement dans des sociétés du S&P 500, eh bien ce marché ne représenterait que 17,2% des actions du S&P 500. Donc vous voyez bien que quel que soit le moyen de vérifier les statistiques, on n'arrive pas du tout à 50% d'actions du S&P 500 détenues par les ETF, on est plutôt du côté de 10 à 15%. Et pour finir, notez aussi qu'au niveau européen, les ETF représentent plus ou moins 10% du marché des actions, puisque le marché européen des ETF est plus petit que le marché américain des ETF.
Donc vous le voyez, on est très loin des 50% avancés et ça change évidemment tout pour notre interprétation de la place des ETF sur le marché et par conséquent des risques systémiques causés par les ETF sur le marché financier. Je vais maintenant vous donner mon opinion sur les risques systémiques des ETF. Je vais réagir à certains des risques présentés dans la vidéo grand angle et je vais également vous donner d'autres points d'attention et de réflexion. Lorsqu'on regarde ce genre de vidéo, on se rend compte qu'on nous présente les marchés financiers comme étant dominés par les ETF et donc dominés par des investisseurs passifs qui ne se posent plus aucune question et qui achètent tous la même chose au même moment dans les mêmes proportions. En réalité, je pense qu'on est très loin de cette réalité puisque, comme on l'a vu, les ETF représentent aujourd'hui seulement entre 10 et 15% du marché mondial des actions. Et même sur les plus gros marchés, comme le marché américain, on est certainement autour des 15% détenus par les ETF. Ça veut dire qu'il y a encore 85% des investisseurs qui ne sont pas passifs et qui sont des investisseurs actifs, soit à travers des fonds, soit en direct. Deuxième point d'attention, dans la vidéo grand angle, il faisait référence au CDO qui était impliqué dans la crise des subprimes en 2008 et présentait les ETF comme un produit financier. En réalité, un ETF n'est pas un produit financier, un ETF est un fonds et un fonds extrêmement simple puisqu'il gère de manière passive et n'a aucun recours à de l'endettement. Donc par conséquent, un ETF n'est jamais qu'une enveloppe détenant des actions dans les mêmes proportions que l'indice sur lequel vous souhaitiez investir. Un petit point d'attention néanmoins sur les ETF qui investissent à travers des swaps, c'est-à-dire les ETF synthétiques. On en reparlera un petit peu plus tard puisque ces ETF-là utilisent effectivement des contrats financiers dérivés pour obtenir leur exposition financière, mais ceux-ci sont encore très minoritaires à l'échelle du marché des ETF. Point suivant, je suis d'accord avec eux sur le fait que si le marché devient 100% actif, effectivement, il perd son rôle de marché financier, de découverte du prix des actifs et d'allocation du capital aux meilleurs projets. Mais je pense que le marché ne sera jamais passif pour plusieurs raisons. Déjà parce que si on s'imagine un marché 100% passif, c'est-à-dire où tout le monde achète exactement les mêmes indices et les mêmes actions dans les mêmes proportions, en réalité, vous n'avez plus de marché, puisque tout va être figé. Les gens vont acheter les mêmes actions dans les mêmes proportions et vendre les mêmes actions dans les mêmes proportions. Donc vous n'avez même plus d'offre et de demande sur les actions, donc vous n'avez plus d'évolution de valeur de ces actions. Donc par conséquent, le marché n'existe plus et on peut même dire qu'il n'y a même plus aucune introduction en bourse qui est possible. Si vous créez une société qui n'est pas cotée en bourse, vous ne pourrez même pas l'introduire en bourse puisque vous n'aurez aucun investisseur qui acceptera d'investir dans votre société puisque votre société n'étant pas cotée en bourse, elle n'est par définition pas partie prenante d'un indice boursier. Donc il n'y a plus d'introduction en bourse, il n'y a plus d'augmentation de capital, il n'y a plus effectivement de fixation de prix sur les marchés, donc on est sur un marché qui en réalité n'existe plus. Et en réalité, je pense que sur le chemin pour arriver à un marché qui serait 100% passif, ce marché va être de plus en plus attractif pour les gestionnaires actifs, puisqu'il y aura de plus en plus d'anomalies de marché et d'anomalies de prix que les gestionnaires actifs vont pouvoir exploiter. On peut penser par exemple à des crises financières où on sait très bien que certaines sociétés vont mieux résister que d'autres au niveau de leur performance opérationnelle, de leur rentabilité, de leur perspective de croissance, etc. Et donc lorsque vous allez avoir une crise, les investisseurs vont vendre toutes les mêmes actions dans les mêmes proportions puisqu'ils sont tous passifs, mais en réalité ça va évidemment créer une distorsion entre le prix des actifs et la valeur de la société puisque vous avez des sociétés qui vont bien performer et qui vont être vendues avec l'eau du bain, avec tout le reste, puisque tout le monde investit passivement sur les mêmes actifs sans se poser aucune question. Mais donc sur le chemin, lorsque vous avez un marché sur lequel il y aura 60 ou 65% d'ETF, les 40 ou 35% d'investisseurs qui seront encore actifs vont se faire un plaisir d'exploiter ces anomalies de marché, puisque fondamentalement, lorsque vous investissez, il n'y a pas que la variation de prix qui compte. À un moment donné, il y a la valeur fondamentale de la société, et donc on ne peut pas éternellement investir sur des sociétés qui ne prestent plus bien sous prétexte qu'elles sont dans l'indice. Et donc ces gestionnaires actifs vont pouvoir exploiter ces anomalies et lors d'une crise
acheter des actions qui sont bradées parce qu'elles sont vendues aveuglément par les gestionnaires passifs, alors qu'en réalité la société performe bien et donc ces gestionnaires actifs vont pouvoir bénéficier d'un bon dividende et d'une perspective de long terme qui sera supérieure au marché. Et donc en fait, un monde qui serait dominé par de la gestion passive, c'est un monde paradis pour la gestion active puisqu'il y a plein d'anomalies de marché à aller exploiter. Point de réflexion suivant, dans cette vidéo et c'est le cas dans de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux, on se focalise sur l'indice américain S&P 500 comme si c'était le seul indice boursier au monde. En réalité, ce n'est pas du tout le cas. Bien sûr, les marchés américains ont une place prédominante sur les marchés financiers et bien sûr, les ETF S&P 500 sont de très gros ETF, mais il en existe bien d'autres. En Europe, aujourd'hui, il y a près de 1300 ETF actions qui sont cotés et ces 1300 ETF actions investissent et répliquent 780 indices boursiers différents. Donc en réalité, vous avez une très grande variété d'ETF et une très grande variété d'indices boursiers qui sont répliqués par ces ETF. Si on prend même l'exemple du S&P 500, vous avez bien sûr tous les ETF qui investissent dans le S&P 500, mais vous avez des ETF pour investir sur le S&P 500 Equal Weight, c'est-à-dire équipondéré, où chacune des actions reçoit le même poids que les autres. Vous avez des ETF avec un filtre ESG, un filtre de durabilité, qui va donc venir modifier les proportions de l'indice S&P 500. Vous avez du S&P 500 Momentum, vous avez du S&P 500 Value, vous avez du S&P 500 sectoriel, etc., etc. Et donc vous avez une variété d'ETF qui existe sur un indice principal. Et remarquez aussi que si vous souhaitez par exemple investir sur le marché européen, eh bien vous avez plein d'alternatives différentes. Vous pouvez acheter un ETF sur l'Eurostoxx 50, sur l'Eurostoxx 600, sur le CAC 40, sur le DAX, sur toutes les variantes sectorielles ou thématiques des sociétés européennes, etc. Donc en réalité, limiter les marchés financiers au S&P 500, c'est très réducteur et le marché est bien plus diversifié et les ETF sont aussi bien plus diversifiés que cela. C'est ce qu'on voit notamment dans la richesse de l'offre des ETF avec des ETF sectoriels, des ETF thématiques, des ETF factoriels, c'est-à-dire value, growth, momentum, etc. Vous avez des ETF à effet de levier, vous avez des ETF pour jouer à la baisse, qu'on appelle les ETF reverse, etc. Donc en réalité, on ne peut pas limiter le marché des ETF à des ETF simplement sur le S&P 500. Il y a 780 indices boursiers qui sont répliqués par les ETF cotés en Europe aujourd'hui. Donc en réalité, si vous êtes sensible au risque systémique des ETF, malgré le fait que je les tempère dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien au mieux vous connaissez le marché des ETF, au plus vous allez pouvoir sortir des grands ETF qui pèsent trop lourd ou qui pèseraient trop lourd sur le marché sur lequel ils investissent et aller choisir dans la gamme extrêmement riche d'ETF qui existent pour vous démarquer et démarquer votre portefeuille de placement. C'est par exemple comme ça que lors d'un webinaire en début 2021, je parlais déjà d'investir dans un ETF S&P 500 Equal Weight parce que le S&P 500 était surpondéré en actions technologiques et dans les GAFAM et donc on avait un risque important si jamais ces actions devaient commencer à baisser. Et donc je suggérais déjà d'utiliser un ETF alternatif et donc au mieux vous connaissez le marché des ETF, au mieux vous pourrez préparer un portefeuille qui sera résilient. Point de réflexion suivant, ce n'est pas parce que les investisseurs achètent des ETF qu'ils sont forcément passifs. En effet, si vous achetez des ETF, ça veut dire que le fonds gère votre argent de manière passive, mais si vous commencez à acheter et à vendre des parts d'ETF en permanence, en réalité, vous êtes un investisseur actif qui utilise des ETF comme véhicule d'investissement. Donc ETF veut dire passif, mais par contre, votre comportement peut être actif. Et dernier point d'attention, je vous rappelle que lors de la crise du Covid en mars 2020, qui a quand même été la crise la plus puissante et la plus rapide sur les marchés financiers, eh bien en réalité les ETF ont très bien résisté et ont continué à jouer leur rôle sur les marchés financiers avec une capacité à trader et donc à acheter et vendre les parts d'ETF sans difficulté particulière. Je vous rappelle quand même que lors de cette période de mars et d'avril 2020, les marchés ont été suspendus à plusieurs reprises tellement les marchés étaient volatiles et baissiers sur cette période-là. Donc les ETF ont passé le test avec succès.
Donc en conclusion de cette analyse, je suis d'accord avec le fait que si on arrive dans un monde 100% passif, eh bien cela créera des anomalies sur le marché et en réalité il n'y aura plus de marché. Donc on est d'accord sur ce point-là, mais par contre je pense qu'on n'y arrivera jamais. Et ceux qui pensent que aujourd'hui les investissements massifs en ETF, qui en réalité ne sont pas aussi massifs que cela, on l'a vu, mais créerait déjà des anomalies aujourd'hui sur le marché, c'est quelque chose qui me fait assez rire, puisque ce n'est pas comme si aujourd'hui ou il y a 10 ans, lorsque la part des ETF était faible, il n'y avait aucune anomalie sur les marchés. Les anomalies sur le marché ont toujours existé, on a toujours eu des crashs qui étaient parfois incompris, des valeurs qui augmentaient de manière incroyable sans qu'on comprenne véritablement cette évolution, et donc en réalité des anomalies de marché, il y en a toujours eu, et il ne faut pas chercher à blâmer inutilement les ETF pour cela, puisque aujourd'hui ils sont insuffisants dans leur taille que pour pouvoir expliquer des anomalies de marché importantes. Ensuite, j'ai quand même fait mon travail à fond et j'ai cherché à aller lire des études sur les risques systémiques causés par les ETF sur les marchés financiers. Et en réalité, ce qu'on se rend compte en lisant les quarantaines de pages qui sont à chaque fois rédigées dans ces études, c'est qu'en réalité, on a énormément des conclusions, des risques qui sont mis en avant, qui sont mis au conditionnel. C'est-à-dire qu'on va vous dire, si les ETF devaient faire ceci, eh bien il est possible que ça crée un risque sur cela. Et donc en fait, dans ces études, vous passez 40 pages à lire des choses qui sont mises au conditionnel et des risques qui sont des risques potentiels, imaginés, ou dans le cas où les ETF viendraient à prendre une place disproportionnée sur le marché. Donc je pense que tout ça est vraiment très anticipé et qu'aujourd'hui, le marché des ETF est trop faible que pour créer de véritables risques aujourd'hui sur les marchés financiers. On en reparlera lorsque les ETF pèseront 35, 40 ou 45% du marché des actions. Ceci étant dit, on va passer maintenant à la dernière étape de la vidéo et on va quand même souligner quelques points d'attention et quelques risques qui existent déjà aujourd'hui sur le marché des ETF. Premier risque qui se pose à vous si vous investissez en ETF, vous avez la faillite d'un gestionnaire d'ETF. Vous le savez, le marché des ETF est dominé par quelques gros intervenants comme BlackRock, Amundi, SPDR, DWS, etc. Et donc ces gros acteurs, si jamais il devait y avoir une faillite de l'un d'entre eux, eh bien évidemment cela pourrait perturber pendant un moment la liquidité ou la fixation du prix des ETF qui sont proposés par ces gestionnaires. Ce risque est tamisé à nouveau parce que je disais plus tôt que les ETF sont des fonds d'investissement, ce ne sont pas des produits dérivés, ce sont de simples fonds d'investissement. Et donc même si un gestionnaire devait tomber en faillite, premièrement il y a probablement des systèmes de sécurité qui sont mis en place pour garantir la continuité de la gestion de l'ETF, mais même si ce n'était pas le cas, vos ETF continuent à détenir les actifs de l'indice boursier sur lequel vous avez investi. Et donc vous continuez à avoir vos actifs qui évoluent selon l'indice que vous souhaitiez répliquer le temps que la gestion de l'ETF soit reprise. Bien sûr, cela peut évidemment créer des perturbations dans la gestion de l'ETF, mais fondamentalement, vous êtes investi sur des actifs réels et donc il ne faut pas surestimer ce risque non plus, d'autant que vous pouvez le tempérer par une diversification de vos investissements sur les différents gestionnaires d'ETF. Deuxième risque sur vos investissements en ETF, c'est si vous investissez dans des ETF synthétiques, c'est-à-dire des ETF qui vont répliquer la performance de leur indice, non pas en achetant les actions de l'indice, mais en rentrant dans un contrat financier de swap avec une contrepartie financière. Alors aujourd'hui, il y a plus ou moins 400 ETF cotés en Europe qui sont basés sur des swaps, sur un total de 2000 ETF. Ça veut dire que seulement 20% des ETF cotés en Europe sont des ETF qui utilisent des swaps pour répliquer la performance de leur indice. Donc vous pourriez éventuellement choisir de préférer des ETF à réplication physique plutôt que synthétique pour tempérer ce risque. Notez déjà qu'à ce stade-ci, il n'y a eu aucun problème sur les ETF synthétiques dans l'histoire et en ce compris lors de la crise du Covid de 2020 qui a été extrêmement puissante. Donc ce risque existe, c'est un risque potentiel, il vous met en investissement moins direct sur les actifs que vous souhaitez détenir, donc vous pourriez utiliser les ETF physiques pour résoudre ce problème-là. Risque suivant qui s'applique aux ETF, c'est un risque systémique.
En effet, lorsque la majorité des gens vont investir de manière passive à travers des ETF, eh bien cela veut dire que les sociétés n'ont plus vraiment d'intérêt à se faire concurrence entre elles. Imaginez le cas de Coca-Cola et de Pepsi qui sont clairement concurrents et imaginez que ces sociétés deviennent en fait détenues par des actionnaires qui sont les mêmes, puisqu'en réalité les investisseurs vont acheter des ETF S&P 500 de manière majoritaire et dans le S&P 500 vous avez Coca-Cola et Pepsi. Et donc par conséquent, lorsque les gens achètent, ils achètent tous à la fois Coca-Cola et Pepsi en même temps et lorsqu'ils vendent, ils vendent tous Coca-Cola et Pepsi en même temps. Donc par conséquent, il n'y a plus d'intérêt pour les gestionnaires de Coca-Cola et de Pepsi de se battre entre eux pour surperformer l'autre, puisqu'en réalité, quoi qu'il arrive, les investisseurs continuent à vous acheter en même temps et à vous vendre en même temps. Donc vous n'avez plus d'incitant à vous concurrencer et à mieux performer que votre voisin, puisque tout le monde est passif et entre guillemets ne réfléchit plus à ses investissements. Risque suivant, il est également systémique, c'est que en achetant tous des ETF, eh bien on donne des pouvoirs et notamment des droits de vote aux grandes sociétés gestionnaires d'ETF comme BlackRock, Amundi, etc. En effet, lorsque vous achetez des actions, vous obtenez des droits de vote, mais vu que vous achetez des actions à travers un ETF, c'est l'ETF qui reçoit vos droits de vote. Par conséquent, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire et donc vous abandonnez vos droits de vote en les donnant à ces grandes sociétés qui, à force de recevoir des droits de vote du monde entier par les investisseurs qui investissent tous à travers des ETF, se retrouvent avec un grand pouvoir au niveau des sociétés dans lesquelles ils sont actionnaires, c'est-à-dire en d'autres mots, toutes les plus grandes sociétés du monde. Donc c'est un risque systémique de prise de contrôle par les gestionnaires d'ETF sur les sociétés opérationnelles. Et enfin, le dernier risque, c'est le risque de liquidité dont je vous ai parlé au début, c'est-à-dire que si tout le monde fait des transactions sur les parts d'ETF et plus sur les actions, eh bien en réalité, vous avez un risque le jour où l'ETF doit vendre des parts d'actions pour vous rembourser votre part d'ETF si vous souhaitez vendre. Et donc effectivement, en cas de crise, en réalité, on ne sait pas trop comment est-ce que les ETF vont parvenir à vendre suffisamment d'actifs s'il n'y a pas d'acheteurs des actions directement en contrepartie. Et ça, c'est un risque que j'ai un petit peu du mal à saisir parce qu'en réalité, quoi qu'il arrive, lorsque vous avez une forte tension sur les marchés et un crash financier, même si vous n'avez aucun ETF et vous n'avez que des actions, pour moi, il se passe un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si vous avez des actions Coca-Cola et qu'il y a un crash sur le marché, eh bien la majorité des gens vont être vendeurs sur Coca-Cola et ne vont pas trouver suffisamment d'acheteurs en face pour pouvoir leur acheter leur action. Et donc par conséquent, ce qui va se passer, c'est que le prix de Coca-Cola va très fortement baisser afin de trouver suffisamment d'acheteurs qui soient prêts à acheter des actions à ce prix-là. Donc pour moi, on est un petit peu sur la même chose, c'est-à-dire que lorsque les marchés sont tendus, eh bien effectivement, vous avez une difficulté à vendre les actions dans lesquelles vous avez investi. Alors en effet, si tout le monde investit à travers des ETF, eh bien le risque est un petit peu exacerbé puisque non seulement les gens sont vendeurs, mais en plus, il n'y a même plus personne qui pense à acheter des actions en direct et donc à être la contrepartie de l'ETF pour pouvoir récupérer vos fonds. Donc je pense que c'est un point d'attention qu'on va devoir creuser dans les années à venir et auquel il va falloir réfléchir, mais je pense aussi que c'est aujourd'hui trop tôt, puisque avec 10 à 15% du marché des actions, il ne me semble pas que ce risque soit suffisamment matériel que pour pouvoir réellement nous inquiéter aujourd'hui, et donc je vous propose d'attendre tout simplement que les ETF pèsent 35 ou 40% du marché pour nous poser ce genre de questions. Et puis on a vu que lors de la crise du Covid, il n'y a pas eu de difficulté particulière à pricer les ETF et à pouvoir échanger des parts d'ETF selon nos besoins. Donc par conséquent, je pense que l'ensemble des risques qui pèsent sur les ETF sont surfaits aujourd'hui, même s'il existe des petits points d'attention, comme notamment les ETF synthétiques par exemple, ou le fait que les grands gestionnaires d'ETF obtiennent tous les droits de vote des investisseurs. Donc ça, ce sont des points d'attention à avoir au cas par cas, mais au niveau systémique, à mon avis, les risques sont surfaits et exagérés à ce stade-ci. Voilà, c'était mon analyse des risques systémiques qui pèsent dû à l'augmentation de la popularité des fonds ETF. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous pensez que j'ai oublié certains risques ou est-ce que j'en ai sous-estimé d'autres? Et de mon côté, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao!